Correspondance. Un nom bien étrange pour un podcast. Vous auriez noté bien sûr le jeu de mots. On essaye ici de parler de ce qu'on connaît principalement, notre utilisation, les usages de la vie moderne. Le rythme des innovations technologiques fait que souvent bien nombreux d'entre vous et d'entre nous accompagnons sans trop prendre de recul les innovations. On risque finalement de ne pas tenir compte de notre usage final. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est moins contraignant? C'est à ce moment-là que nous essaierons d'intervenir pour relier les usages à ces nouvelles pratiques. Éloignez-vous de la bordure du casque pour prendre votre correspondance voix 2030. Bienvenue sur Correspondance, l'émission sous forme de podcast, vidéo ou audio que vous pourrez suivre sur les réseaux qui vous sont les plus pratiques. Ici, nous traitons de la manière de mieux gérer sa vie numérique, conseils, astuces, expériences de terrain, tout un ensemble d'informations qui nous servira à adopter, modifier ou confirmer nos pratiques du quotidien. Le principe, 2 animateurs, Lulu et Steph, votre serviteur, qui principalement dans les émissions vont échanger par audio, telles des correspondances, procédé jadis dans la littérature, devenu d'ailleurs un style littéraire. Échange de lettres à l'époque, mais ici, en partie, des échanges d'audio. Chacun a eu le temps d'entendre, de réfléchir sur ce qu'a dit l'autre, et puis, au bout d'un moment où l'émission se monte par petits bouts, peut-être des retours plateaux, on pourra mettre en perspective, parfois rectifier, enrichir ce qui a été échangé dans ces audios. Éloignez-vous de la bordure du casque pour prendre votre correspondance voix 2030. Bienvenue sur Correspondance, le podcast qui pose des questions sur la vie numérique et qui pose des questions entre Lulu et Steph par audio interposé. Ceux-ci sont remontés ensuite et par des petits intros ou retours studio vont pouvoir permettre de les mettre en perspective, de les recommenter pour vous donner une information complète, rectifiée parfois et surtout utile. On se consacre principalement à la retour d'expérience, les infos de terrain, la pratique, les usages, les nouveaux usages et nos recommandations, et les vôtres bien sûr par intermédiaire de vos courriers, de vos retours mail. Serait-il possible @gmail.com. Donc aujourd'hui, nous commençons sur ce qu'on appelle le cloud, qui s'est largement diffusé de nos jours, de manière parfois presque invisible. Il s'agit donc de pouvoir avoir une copie de tout ce qui concerne notre vie numérique en direct via un réseau. Celui-ci, bien sûr, ne se trouve plus désormais, la copie ne se trouve plus désormais au sein de notre lieu de captation, on va dire, ce qui permet d'avoir un avantage important qui est celui de ne plus avoir le risque de perdre ces informations-là. On peut toujours racheter un appareil, on peut toujours racheter des logiciels, mais les datas n'ont pas de prix. Pendant longtemps, historiquement, au tout début de l'informatique, de la vie numérique, c'était principalement le papier qui était la source de sauvegarde de ce qui se crée sur l'ordinateur, photos et textes principalement. Très rapidement, des supports numériques sont venus enrichir cette possibilité de sauvegarder de manière sûre et pérenne, d'une certaine manière, puisque pour retracer, mettons, les 30 dernières années, il est vrai qu'on est passé sur plusieurs supports. Le support donc papier, puis ensuite magnétique, ce qu'on a appelé la petite disquette. Avant cela, il y avait la floppy. Il y a même eu la cassette audio, hein, c'est le bruit que vous entendez dans notre générique, ce bruit un peu de connexion, hein, qui est la traduction sonore des échanges de données à la première époque, hein, années 80. Puis ensuite, de la disquette, on est passé à des disques un peu plus grands, hein, des disques magnétiques, tels que le Zip, le Jazz, donc toute la partie Omega. On a eu ensuite le SideQuest. Très vite, on a eu la possibilité aussi de graver des CD puis des DVD, avec cette particularité dans un premier temps que les informations étaient fixées définitivement. On ne pouvait pas réinscrire sur les CD et les DVD. Solution tout à fait encore parfois intéressante. Encore actuellement,
pour avoir des données, j'allais dire, fixées pour le coup. Et puis très très vite, donc grâce au développement de ce qu'on a appelé les autoroutes de l'information, le réseau, donc principalement dans un premier temps le cuivre, la DSL, puis la fibre optique, donc les dernières innovations, jusqu'à d'ailleurs la 4G et la 5G, vont permettre, et un développement encore plus récent par les ondes de satellite, Amazon en prévision, et toute la logique SpaceX autour de l'offre de Musk, va permettre d'avoir un échange de données beaucoup plus massif. Toutes ces données donc ne sont plus au sein de la résidence ou du lieu d'activité, ce qui est d'ailleurs une sécurité, puisqu'il n'y a pas de risque à ce moment-là, en cas d'avarie, d'avoir les données impactées de la même manière que vos appareils qui ont servi à créer ces données. On peut parler un peu pour donner une image, pour ceux qui n'auraient pas encore véritablement visualisé le principe du cloud, c'est quelque part une sorte de coffre à la banque dans lequel vous metteriez vos bijoux, les confier ou vos richesses, les mettre dans un lieu tiers. C'est véritablement cet aspect-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Mettre ces informations les plus précieuses, les confier au cloud. Encore faut-il savoir ce qu'on doit y mettre, pour le coup, et surtout où les mettons, qui y a accès, donc qui va poser donc des problèmes de cryptage, des problèmes d'accessibilité, et puis des problèmes de confidentialité. Et donc dans la perspective actuelle, qui n'est pas encore critique, il est intéressant quand même de s'apercevoir que principalement nos datas sont peut-être souvent stockés dans des endroits qui sont actuellement sous tension au regard de la guerre économique. Pour le citer, les États-Unis, où les serveurs ont tendance à être localisés donc, plutôt sur cette partie-là du globe. Nous nous sommes posé la question avec Lulu, qui a fait un énorme travail. Nous nous sommes posé la question finalement si ça se passait aussi mal pour nos datas que ce qui est en train de se passer de cette guerre économique pour les vraies richesses, tout ce qui est donc produits économiques, s'ils étaient soumis à la même tension, c'est-à-dire des droits de douane, des prix, des augmentations de prix, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre ces datas, ces données les plus précieuses, à un endroit mieux encadré et peut-être plus sécure? Cette question nous a amené à peut-être arriver à la même solution, un pays, la Suisse. En ce qui me concerne, c'est pCloud, que j'ai légèrement testé, mais Lulu a été beaucoup plus convaincant. On va l'écouter. Correspondance. En ce printemps 2025, je me suis mis à regarder du côté des drives et à faire du ménage de mon côté, dans mon Mac. Et je me suis toujours posé la question, ça fait très longtemps, j'utilise les drives gratuits, on l'utilise tous les deux, on en avait en commun, mais il y a des années qu'on a gardé, puisqu'on est ce qu'on appelle des vieux routiers de l'informatique quand même. Et on a commencé au tout début de Google Drive et puis de Dropbox notamment. On a eu, comme on est sur Mac, on a eu iCloud aussi très vite. Et puis depuis, il y en a plein qui sont arrivés, avec donc plein de clouds gratuits et plein de clouds payants. Donc la question, plusieurs questions peuvent se poser du coup dans les drives. C'est est-ce que c'est suffisant d'utiliser des gratuits? Jusque-là, je faisais avec. Est-ce que c'est nécessaire de passer au payant? Là, ça fait plusieurs mois que l'idée me traîne dans la tête et que j'en sens peut-être plus le besoin, mais lequel choisir et vers quoi se tourner et que faire? En plus de tout ça, en ce moment, on est d'accord que la question peut se poser, faut-il aller vers les GAFA ou pas? Je me posais pas forcément la question avant. Non pas que j'avais pas de... On a eu beaucoup de discussions, toi et moi, sur ce sujet. Non pas que j'ai un avis tranché pour ne pas travailler avec les GAFA et puis avec les États-Unis.
En fait, si j'avais un avis tranché, c'est que mon avis tranché à moi, et ça ne tient qu'à moi, c'est que n'ayant rien de secret et n'ayant rien de compromettant et ne me posant pas la question que ce que je mets dans le drive, donc à titre perso, je m'étais tourné vers les Suisses d'Infomaniac, qui sont mes petits chouchous actuellement, pour des raisons que je vais te développer plus loin. Mais c'est surtout que j'avais utilisé Infomaniac pour me créer une adresse mail que je voulais utiliser pour tous les services officiels que l'on utilise à titre personnel. Donc je voulais une adresse mail qui me serve qu'à ça et pas l'utiliser pour autre chose. Si je fais une commande sur Amazon, je vais utiliser mon adresse classique. Mais si je souscris un nouveau contrat d'électricité ou que je mets à jour mes contrats de mobile ou de box ou les impôts, je vais utiliser une adresse différente que je vais utiliser que pour ça. Ce qui fait que j'utilise depuis très longtemps une adresse pour ça, à laquelle est inclus un drive de 15 gigas aussi. Donc j'utilise aussi les drives et j'utilise plus facilement ce drive-là d'ailleurs machinalement pour stocker des informations parce que je l'ai plus souvent sous la main que les autres. Je dois dire que j'ai bien un iCloud depuis bien longtemps, puisqu'on est sur Mac, mais j'y mets pas grand-chose. Et puis d'autres drives, je t'avoue que mon Dropbox, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Il nous avait servi il y a des années à échanger des travaux semi-pro, toi et moi, et depuis, j'avoue que je l'avais laissé un peu de côté, mais je me suis rendu compte qu'il est toujours actif. Et puis Google Drive, c'est plus par facilité, puisque en téléphone étant sous Android, c'est plus facile pour garder, synchroniser et enregistrer notamment les mots de passe et tout ça. Donc voilà. Donc pourquoi se dire aujourd'hui de changer? Je me suis posé la question et c'est surtout plus au niveau du risque actuel de ce que pourrait nous donner le monde ou de comment pourrait tourner le monde dans les mois qui viennent. On a de plus en plus d'incertitudes du côté des États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Et la seule question qu'on pourrait se poser et que je me pose, c'est si jamais les Américains décidaient de couper ou d'arrêter de donner les choses qui sortent de chez eux, ben, ça peut vouloir dire que les drives hébergés aux USA potentiellement puissent ne pas y avoir accès. Et peut-être intéressant de se décider là maintenant de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit, et puis de mettre ailleurs dans d'autres drives, et surtout qu'il y en a plein ailleurs, partout en Europe, que ce soit en Suisse ou même au Canada. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc l'idée c'est de plutôt choisir de se mettre ailleurs par sécurité, ne pas tout mettre d'un seul côté, et puis à partir de là, travailler un peu avec tout le monde. Alors, petite précision, hein, ici on décode, on réencode et on échange des bons procédés. On ne célèbre pas obligatoirement le numérique et le digital, on vous propose simplement de l'accompagner de la manière la plus astucieuse, intelligente, optimale à côté de la vraie vie, la seule qui nous intéresse au point de vue des usages, de l'utilisation du numérique, mais à sa juste place au service de notre action, dans notre vie quotidienne. Alors parfois facilitateur, parfois oppresseur, et bien sûr souvent omniprésent. Nous sommes passionnés, certains pourraient parler parfois d'une attitude geek,
sans éprouver ce côté fermé. Nous sommes passionnés, on ne fait pas du numérique pour du numérique, mais surtout pour nous faciliter, accélérer, optimiser notre action quotidienne dans la vie. Alors du coup, comment qu'on fait? Est-ce que on choisit que les USA? Est-ce qu'on choisit que le reste du monde? C'est un choix à faire. Et du coup, comme c'est un peu notre habitude, j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé. Alors c'est compliqué de trouver un comparatif propre, complet des drives pour savoir qui est bien, qui est pas bien. C'est pas évident, ça se trouve pas facilement. Et suivant les pages internet qu'on peut trouver parlant des drives, le souci c'est que c'est pas forcément les mêmes qu'on retrouve sur chaque site. Il y a des tendances, mais on peut trouver 2-3 drives qui vont être cités sur un site, pas sur un autre, sans raison particulière, parce qu'ils sont pas plus mauvais s'ils sont considérés bons d'un côté, ils n'ont pas de raison de ne pas l'être de l'autre. Ils sont peut-être un peu... Éloignez-vous de la bordure du casque. Un peu oubliés. Mais je pense que c'est comme l'actualité, en fait, quand on regarde deux journaux, suivant quel journal on regarde, on va avoir une information et pas une autre. Donc je pense que là, à ce niveau-là, c'est pareil. Et donc du coup, je me suis amusé à faire un petit truc. Si on prend un drive partout, on ne tient pas compte de où il est hébergé et tout ça, on peut grossièrement quand même monter jusqu'à 131 gigas de drive au total. 131 gigas gratuits. Bon, alors pour 131 gigas de drive, il faut en ouvrir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Il faut en ouvrir 15. Après, c'est une gestion et c'est une façon de faire. Mais au moins là, pour celui qui veut rester tout gratuit, c'est possible. Alors, il y a encore un choix à faire là-dedans, c'est que dans cette 131 gigas, il y a 37 gigas spécialement hébergés aux USA. Donc éventuellement, on se dit, ces drives-là, moi, je ne veux pas les prendre pour les raisons évoquées précédemment. Et dans ces cas-là, il reste 94 gigas encore de disponibles gratuitement. 94 gigas gratuits. On peut en trouver 5 en Suisse, par exemple, 2 en France, 1 au Canada, 1 en Nouvelle-Zélande, et puis 1 en Europe. Quand je dis Europe, c'est que je ne suis pas très sûr l'information n'est pas très, très sûre de savoir si c'est Allemagne, Suisse ou France pour l'hébergement. Donc voilà, mais c'est Europe. Donc 94 gigas quand même, c'est quand même pas mal en gratuit. Et sachant que là, c'est un compte par site, mais je suppose qu'on peut même peut-être multiplier, pour ceux qui sont intéressants à faire du 10 gigas, peut-être que à 10 gigas près, si on a 2 adresses mail, on peut peut-être ouvrir 2 comptes et puis avoir 2 drives sur le même serveur gratuitement avec 2 adresses mail. C'est sans doute possible. Donc ça peut être encore, je dirais pas multiplié par 2, mais encore augmenté de quelques dizaines de gigas quand même. C'est de quoi faire son choix et de quoi utiliser gratuitement les drives. C'est peut-être aussi pour ça que jusque-là, on n'avait pas forcément de nécessité d'avoir du drive payant. Il se trouve que j'ai fait le choix de passer sur un drive payant. Et donc, pourquoi ce choix du coup ? Correspondance. En fait, il faut faire son choix pour un drive payant pour une simple question de volume. Notre adresse mail, serait-il possible tout attaché @gmail.com